Bonjour et bienvenue sur l'atelier de Fanoria. Permettez-moi de vous poser une question simple en apparence. Qui êtes-vous? Pour la plupart d'entre nous, la réponse commence par un nom. Ce nom nous définit, nous identifie, nous lie à une histoire familiale et personnelle. Nous l'écrivons sur nos documents officiels, nous le portons fièrement ou le modifions stratégiquement. Mais imaginez un instant un monde où le nom n'existe pas, où l'identité se dissout dans l'anonymat collectif, où l'artiste crée dans l'ombre absolue, sans jamais revendiquer sa création. Imaginez ensuite une lente progression vers un monde où le nom devient tout, où la signature est une forme de pouvoir, où la célébrité du créateur égale ou surpasse celle de l'œuvre elle-même. C'est précisément le voyage fascinant que nous entreprendrons aujourd'hui, l'histoire du nom d'artiste, depuis l'obscurité totale du créateur anonyme jusqu'à la lumière éblouissante de la star médiatisée. C'est l'histoire d'une révolution silencieuse, celle de l'affirmation progressive du droit à l'identité créatrice. Cette histoire révèle bien plus qu'une simple évolution nominale. Elle raconte comment la société a progressivement reconnu que la création artistique était digne d'être attribuée à un individu spécifique. Elle montre comment l'artiste s'est progressivement émancipé du statut d'artiste anonymous pour devenir une figure publique reconnue. Elle démontre que le droit de la paternité artistique n'a jamais été acquis naturellement, mais conquis patiemment, génération après génération. Commençons notre voyage au Moyen-Âge européen. Imaginez les cathédrales gothiques, ces murs de pierre s'élevant vers le ciel, ces voûtes élancées, ces vitraux colorés. Des milliers d'artisans ont participé à leur création. Des sculpteurs ont ciselé la pierre, des maçons ont assemblé les blocs, des peintres ont créé les fresques intérieures, et pourtant, aucun d'entre eux n'a signé son nom. La cathédrale médiévale était une création collective, un projet qui dépassait les générations. Un sculpteur commençait un chapiteau, puis mourait. Un autre le terminait des décennies plus tard, sans jamais prétendre l'avoir commencé. Les artistes travaillaient selon les conventions de leur atelier, reproduisant les styles établis, contribuant à une vision collective sans chercher la reconnaissance personnelle. Cette anonymité n'était pas accidentelle, elle était délibérée, inscrite dans l'idéologie chrétienne médiévale. L'art était la gloire de Dieu, non de l'homme. Celui qui revendiquait la paternité de son œuvre commettait un acte d'orgueil. Péché cardinal, l'humilité demandait que le Créateur s'efface, que son nom disparaisse dans l'immensité de l'édifice sacré. Les statuts des guildes d'artisans renforçaient cette anonymité. Les différentes professions artistiques, peintres, sculpteurs, maçons, étaient organisées en corporations strictes. Leurs règles interdisaient souvent que les artistes signent leurs œuvres ou les vendent indépendamment. L'art était un métier régimenté, pas une expression personnelle. À la Renaissance, même quand l'art commence à acquérir un statut plus élevé, beaucoup d'artistes restent anonymes ou semi-anonymes. Les ateliers du maître continuent de fonctionner selon l'ancien modèle. Une hiérarchie stricte où le maître est reconnu, mais les assistants et apprentis qui participent à la création restent invisibles. Léonard de Vinci dirige son atelier à Milan. Des dizaines d'apprentis et d'assistants travaillent sur ses commandes. Ils préparent les toiles, mélangent les pigments, peignent les éléments mineurs. Seul le nom de Léonard est préservé pour l'histoire. La contribution des autres disparaît. Cette pratique crée une forme de paradoxe. Le maître reçoit tout le crédit, même pour les œuvres créées largement par ses assistants. En même temps, son nom protège ses œuvres de l'anonymat absolu. L'assistant reste anonyme, mais du moins son travail contribue à quelque chose qui porte le nom d'un maître reconnu. Certains ateliers
deviennent si productifs, si efficaces dans cette organisation hiérarchique que plusieurs artisans peuvent produire des centaines d'œuvres en une seule année. Comment pourrait-on attribuer chacune à son créateur réel? Le système, basé sur l'anonymat volontaire des assistants, fonctionne efficacement pour produire quantité d'œuvres. Au Moyen Âge et à la Renaissance, il existait une hiérarchie stricte des arts. La peinture d'histoire, les compositions ambitieuses, les sujets nobles, ces domaines prestigieux étaient réservés aux maîtres établis. Les assistants se contentaient des tâches subalternes, peindre les arrière-plans, les architectures, les éléments répétitifs. Cette hiérarchie s'étendait même au type d'œuvre. La grande peinture était art, les miniatures le travail d'atelier routinier. La fresque monumentale était création, la décoration ornementale était artisanat. Cette distinction, apparemment technique, cachait une réalité plus profonde. Seules certaines formes d'art méritaient une signature personnelle. Les métiers artistiques, jugés moins prestigieux, restaient profondément anonymes. Les artisans qui fabriquaient les objets du quotidien, poterie, textile, meubles, travaillaient souvent sans jamais espérer la reconnaissance individuelle. Leur travail était précieux, nécessaire, mais dévalué comparé aux créations des vrais artistes. Cette hiérarchie révélait une vérité cruellement injuste. Le droit à la signature était déterminé moins par la qualité du travail que par la classification sociale. Un assistant talentueux qui peignait un arrière-plan était moins reconnu qu'un maître médiocre. Cette injustice persisterait des siècles. La Renaissance marque progressivement un changement. Certains artistes commencent à signer leurs œuvres discrètement. Pas un nom écrit en grand, mais une petite inscription cachée dans un coin du tableau. Leonardo Pinxit, Léonard a peint. Michelangelo festit, Michel-Ange a fait. Ces signatures timides proclamaient une propriété intellectuelle nouvelle. Pourquoi cette émergence de la signature? Plusieurs raisons convergeaient. D'abord, l'humanisme renaissant valorisait l'individu. La peinture et la sculpture cessaient d'être considérées comme des métiers et devenaient des arts nobles, dignes de la reconnaissance personnelle. Ensuite, l'économie artistique changeait. Les commandes passaient directement des mécènes aux artistes, créant une relation individuelle où le talent personnel était valorisé. Mais ces premières signatures restaient timides, discrètes. Signer son œuvre était encore un acte auquel il fallait se risquer avec prudence. L'artiste ne voulait pas offenser le mécène en revendiquant le crédit. La signature devait rester humble, presque apologétique. Caravage change la donne au XVIe siècle en signant ostentatoirement ses œuvres, plaçant son nom en évidence. Ce geste audacieux affirme que son art est tant une expression personnelle qu'une commande payante. Caravage revendique la paternité, affirme son génie, refuse de se cacher derrière l'anonymat ou la modestie. À mesure que les artistes acquièrent une reconnaissance croissante, leurs ateliers se transforment. Ils cessent d'être de simples ateliers de production et deviennent des studios créatifs. L'artiste maître n'est plus simplement le gestionnaire d'une entreprise artisanale. C'est un créateur dont la vision originale définit toute l'œuvre du studio. Rembrandt à Amsterdam incarne cette transformation. Son atelier devient un centre d'excellence renommé dans toute l'Europe. Les étudiants font la queue pour être admis chez lui. Le travail produit dans son atelier porte indélébilement la marque de son style, même quand les assistants exécutent matériellement les coups de pinceau. Cette évolution porte avec elle une nouvelle injustice. Rembrandt gagne une reconnaissance universelle. Les noms de ses assistants, certains d'une grande qualité artistique, restent ignorés. Mais du moins, cette nouvelle organisation du travail crée la possibilité que les assistants talentueux émergent et fassent leur propre carrière. Plusieurs élèves de Rembrandt deviennent des maîtres reconnus. L'atelier renaissant crée ainsi un système plus fluide où il est possible, bien que difficile, de passer du statut d'assistant anonyme
à celui de maître reconnu. La hiérarchie persiste, mais elle devient moins rigide. Le talent peut commencer à triompher de la position sociale initiale. Une histoire remarquable se cache dans cette évolution, la réémergence des femmes comme artistes reconnues. Au Moyen Âge, les femmes étaient largement exclues de la production artistique formelle. Elles ne pouvaient pas être apprenties dans les ateliers. Elles n'avaient pas accès aux corporations d'artistes. Et pourtant, certaines femmes trouvaient le moyen de créer des aristocrates se formaient à la peinture. Des femmes épouses d'artistes maîtres apprenaient l'art dans le studio familial. À la Renaissance, certaines femmes artistes, Sophonisba Anguissola, Lavinia Fontana, acquièrent une certaine reconnaissance. Leurs noms sont inscrits dans les registres, leurs œuvres sont attribuées à des créatrices spécifiques. Ce n'est pas l'égalité, loin de là, mais c'est un progrès. Les femmes artistes deviennent au moins visibles, au moins nommées. Ce progrès fragile révèle une vérité. La reconnaissance du nom d'artiste n'était pas une progression linéaire, universelle. C'était un processus inégal où certains groupes avaient plus facilement accès à la visibilité que d'autres. Les femmes restaient marginalisées. Les artisans non aristocratiques demeuraient souvent anonymes. Cette inégalité persisterait jusqu'à l'époque moderne. Avec le XIXe siècle émergent, les concepts modernes de propriété intellectuelle et de droit d'auteur, les écrivains avaient déjà commencé à revendiquer la propriété de leurs œuvres. Les artistes visuels suivent lentement. Le copyright, d'abord conçu pour les livres, s'étend progressivement aux arts visuels. Les artistes acquièrent légalement le droit de contrôler la reproduction de leurs œuvres, de recevoir une compensation si leurs créations sont copiées. Cette protection légale transforme radicalement le statut de l'artiste. Le nom d'artiste devient une marque protégée, un bien économique. Un tableau signé Picasso vaut infiniment plus qu'une œuvre non signée d'un artiste inconnu. Cette réalité économique établit puissamment que la signature est cruciale pour la valeur artistique. La galerie d'art moderne émerge dans ce contexte. Le système traditionnel des commandes directes de mécènes décline. Une économie d'art basée sur le marché ouvert prend sa place. Les galeries fonctionnent comme des intermédiaires, exposant et vendant les œuvres. Dans ce système, la signature et la réputation de l'artiste deviennent essentielles pour justifier les prix. Le XIXe siècle voit l'émergence d'un nouveau phénomène. La célébrité de l'artiste devient aussi importante que son art. Byron n'était pas seulement un grand poète, c'était aussi une figure charismatique, controversée, dont la vie privée captivait le public. De même, les artistes visuels acquièrent une personnalité publique. Delacroix est un esthète romantique, combattant idéaliste, peintre passionné. Son nom évoque immédiatement une vision du monde, une approche esthétique. Turner n'est pas simplement l'auteur de peintures de paysages, c'est un génie excentrique dont les excentricités contribuent à la légende. Ce culte de la personnalité transforme fondamentalement la relation entre l'artiste et le public. Les gens ne viennent pas seulement pour voir l'art, mais pour l'interpréter à travers la connaissance de l'artiste créateur. La biographie devient essentielle pour comprendre l'œuvre. Cette évolution crée aussi un danger. La vie privée de l'artiste devient presque aussi importante que son art. Les scandales, les amours, les excentricités sont scrutés obsessionnellement. L'artiste doit être intéressant en tant que personne, pas simplement comme créateur. Cette pression transforme la nature du travail créatif. Au XIXe et XXe siècle, l'industrialisation transforme drastiquement la production artistique. La photographie émerge, menaçant la suprématie de la peinture. Les arts appliqués se multiplient, design graphique, design industriel, illustration commerciale. De nouvelles formes d'art collectif émergent, le cinéma, la photographie de presse. Ces nouveaux médiums posent des questions urgentes sur la paternité artistique. Un film est créé par un réalisateur certes, mais aussi par des dizaines de collaborateurs, scripteurs,
directeur de la photographie, monteur, compositeur. À qui attribuer le crédit? À qui appartient le nom? Orson Welles est crédité comme créateur de Citizen Kane, même bien que de nombreux collaborateurs, Herman Mankiewicz pour le scénario, Greg Toland pour la photographie, aient apporté des contributions majeures. Dans le système du cinéma américain, le réalisateur devient la figure de proue, le créateur principal, même quand cette attribution est discutable. Cette tendance à attribuer disproportionnément le crédit à une figure de proue persiste jusqu'à aujourd'hui. Un film est un Scorsese ou un Spielberg, même bien que des centaines de personnes y aient participé. Un produit design est attribué au designer principal, souvent à l'ignorée complète de l'équipe qui l'a réalisé. Le XXe siècle voit l'émergence d'un nouveau phénomène, l'artiste qui se réinvente en changeant de nom. David Jones devient David Bowie, Marshall Mathers devient Eminem. Ces changements de nom ne sont pas simplement techniques, ils incarnent une réinvention artistique, une nouvelle vision créative. Pourquoi les artistes se réinventent-ils? Les raisons sont multiples. D'abord, le changement de nom crée une séparation entre la personne et l'artiste. David Jones, qui devient David Bowie, existe maintenant dans un espace différent de la vie quotidienne ordinaire. Le nom devient une frontière entre le privé et le public. Deuxièmement, le nouveau nom crée une nouvelle identité commerciale. Un nouveau nom permet de réinventer l'image, d'échapper aux attentes du passé, de se positionner stratégiquement sur le marché. Marilyn Monroe n'était pas Norma Jane. Elle était une création, un personnage, un nom porté stratégiquement. Troisièmement, le nom d'artiste devient un élément créatif en soi. Prince choisit délibérément son mononyme provocateur. Lady Gaga crée un personnage alternatif. Ces choix de noms sont des déclarations artistiques autant que des identités professionnelles. À l'ère contemporaine, le nom d'artiste devient franchement un brand, une marque commerciale. Andy Warhol comprend cela magnifiquement. Il n'est pas simplement un artiste qui crée des œuvres, c'est une marque, une institution, un produit commercialisable. Le nom Andy Warhol est aussi important que n'importe quelle œuvre qu'il crée. L'économie créative moderne s'appuie entièrement sur cette marchandisation du nom d'artiste. Les artistes musicaux sont des marques, les youtubeurs sont des marques, les influenceurs sont des marques. Leur nom, leur image, leur identité personnelle sont le produit commercialisé. Cette marchandisation apporte richesse et reconnaissance à beaucoup d'artistes. Un musicien talentueux peut devenir riche, ce qui était impensable pour les artisans anonymes du Moyen-Âge. Mais elle crée aussi de nouvelles formes de servitude. L'artiste doit constamment maintenir et renforcer sa marque personnelle. Les réseaux sociaux amplifient cette dynamique. L'artiste doit avoir une présence constante, partager des détails de sa vie privée, entretenir une relation continue avec son audience. Le nom d'artiste n'est plus simplement une signature sur une œuvre, c'est une présence vivante, constamment mise à jour, constamment exposée à la critique publique. Paradoxalement, même si le nom d'artiste devient plus précieux commercialement, il se démocratise aussi. Grâce à Internet et aux plateformes de distribution numérique, n'importe qui peut devenir artiste reconnu avec un nom. Un musicien peut télécharger ses chansons sur Spotify sous un nom d'artiste. Un écrivain peut se publier sur Amazon sous un pseudonyme. Un dessinateur peut créer un compte Instagram et devenir célèbre. Cette démocratisation réalise un rêve ancien, la possibilité que n'importe qui, quelle que soit son origine ou sa position sociale, puisse atteindre la reconnaissance artistique. Une adolescente de province peut devenir star TikTok. Un enfant peut être découvert sur Dieu. Les barrières géographiques, sociales et économiques qui gardaient l'art comme domaine réservé ont commencé à s'effondrer. Cependant, cette démocratisation apporte aussi ses propres injustices. Le marché artistique numérique est saturé. La plupart des artistes amateurs ne gagnent jamais d'argent. La compétition est féroce. L'algorithme, plutôt que la qualité réelle, détermine souvent
qui devient visible et qui reste invisible. Les artistes marginalisés, femmes, non-blancs, LGBT, handicapés, ont finalement une plateforme pour exprimer leur art. Leurs noms peuvent maintenant être associés à leurs œuvres, ce qui était historiquement moins probable. Mais ils font toujours face à des obstacles systémiques. Discrimination, manque de ressources, nécessité de naviguer des réseaux sociaux dominés par d'autres. À l'ère moderne, le nom d'artiste pose des questions nouvelles et complexes sur l'authenticité. Quand une œuvre est attribuée à un artiste, qu'est-ce que cela signifie réellement? L'artiste l'a-t-il créé de ses propres mains? L'a-t-il conçu, mais laissé à ses assistants d'exécuter? L'a-t-il supervisé sans participer à sa création matérielle? Ces questions deviennent cruciales pour la valeur des œuvres. Une peinture attribuée à Rembrandt vaut des millions. Une peinture exécutée entièrement par la main de Rembrandt, mais historiquement attribuée à un assistant, ne vaut qu'une fraction. Cette réalité économique rend les questions d'attribution intensément politiques. Les conservateurs et historiens d'art passent des années à déterminer l'authenticité des œuvres. Des techniques scientifiques sophistiquées, analyses chimiques des pigments, radiographie, microscopes électroniques sont mobilisées pour trancher ces questions. Mais même la science ne peut pas toujours résoudre les ambiguïtés. Certains maîtres historiques sont progressivement réhabilités. Artemisia Gentileschi, longtemps attribuée à son père, est maintenant reconnue comme créatrice majeure. Mais pour beaucoup d'autres artistes, surtout les femmes et les artisans non aristocratiques, l'attribution reste incertaine ou incorrecte. Le nom attaché à une œuvre détermine sa valeur, son importance historique, sa place dans le récit dominant. Ironiquement, à l'époque où le nom d'artiste est plus valorisé que jamais, certains artistes contemporains choisissent l'anonymat. Banksy, le street artiste britannique, a construit une carrière monumentale sans jamais révéler son identité. Ses œuvres portent un nom, Banksy, mais la personne derrière ce nom reste mystérieuse. D'autres formes d'art collectif refusent systématiquement la signature individuelle. Les collectifs d'artistes considèrent la création comme une œuvre collective, refusant de la réduire à une série d'auteurs individuels. Le collectif The Yes Man crée de l'art politique d'intervention sans chercher la reconnaissance personnelle. Ce retour volontaire à une forme d'anonymat révèle quelque chose de profond. Après des siècles de lutte pour la reconnaissance du nom individuel, certains artistes réalisent que cette reconnaissance apporte aussi ses propres servitudes. Être nommé signifie être responsable, être critiqué, être consommé comme une marque commerciale. L'anonymat offre une forme de liberté. Sans nom attaché à vos œuvres, vous pouvez expérimenter, échouer, changer d'idée, sans que cela soit enregistré de façon permanente dans votre dossier artistique. Vous pouvez créer radicalement sans la pression de maintenir une image cohérente. À l'époque contemporaine, une nouvelle crise d'attribution émerge, l'art créé par l'intelligence artificielle. Quand une image est générée par un algorithme d'IA, tel que DALL-E ou Midjourney, qui est l'artiste? La personne qui a écrit le prompt? L'équipe qui a développé l'algorithme? L'IA elle-même? Ces questions ne sont pas simplement théoriques, elles ont des implications économiques réelles. Les images générées par l'IA peuvent-elles être copyrightées? Si oui, qui détient le copyright? Peut-on vendre une œuvre d'art créée par l'IA sans attribuer le crédit à ses créateurs humains? Pour la première fois, nous confrontons la possibilité qu'une œuvre ne soit l'œuvre de personne, qu'elle soit créée par un processus purement mécanique. Cela bouleverse nos concepts basiques de création artistique. Un artiste, pendant des millénaires, a signifié un être humain qui crée. Qu'est-ce que cela signifie maintenant? Ces questions forceront probablement une redéfinition de ce qu'est un artiste, de ce que signifie créer, de ce que doit être attribué à un nom. L'histoire du nom d'artiste n'est pas terminée. Elle entre dans un nouveau chapitre où même le concept d'artiste est remis en question. Regardons en arrière sur ce voyage de l'anonymat à la célébrité.
Le changement ne relève pas simplement de l'émergence de l'ego individuel. Il reflète une transformation profonde dans la façon dont les sociétés valorisent la création et l'innovation. L'anonymat médiéval reflétait une vision du monde où l'individu était subsumé dans la collectivité religieuse. L'orgueil était un péché, se glorifier soi-même était un acte d'impudence. Dans ce contexte, l'anonymat avait un sens moral. Mais cette vision n'a pas duré. L'humanisme renaissant valorisait l'individu. L'économie capitaliste récompensait l'innovation personnelle. Les démocraties modernes célébraient les droits individuels. Dans ce contexte, l'émergence du nom d'artiste était inévitable. C'était l'expression artistique d'une vision du monde où l'individu était suprême. À l'ère contemporaine, nous voyons une certaine tension. D'un côté, les réseaux sociaux amplifient l'importance du nom d'artiste, transformant les artistes en célébrités personnelles. De l'autre côté, la conscience des injustices systémiques nous pousse à reconnaître la contribution des collectifs, des équipes, des communautés qui restent souvent invisibles. Malgré tous les progrès, des injustices massives persistent dans l'attribution des noms artistiques. Les femmes artistes restent sous-représentées dans les musées et les canons historiques. Les artistes non blancs voient leur contribution minimisée ou attribuée à des créateurs blancs. Les assistants et collaborateurs restent dans l'ombre, leur contribution effacée. Le projet Guerrilla Girls a documenté systématiquement cette inégalité. En 1989, ils ont découvert que sur 169 peintres de l'histoire de l'art au Metropolitan Museum de New York, seulement 7 étaient des femmes. Les proportions ont changé depuis, mais l'inégalité persiste. De même, les artistes originaires du Sud global continuent d'être sous-représentés dans les institutions artistiques occidentales. Leurs noms sont moins reconnus, leurs œuvres sont moins chères, leurs contributions à l'histoire de l'art sont moins célébrées. L'économie mondialisée de l'art reflète et reproduit les inégalités géopolitiques. Ces injustices persistent non pas parce que les talents artistiques sont inégalement distribués, mais parce que le système de reconnaissance des noms est structurellement biaisé. Il privilégie certains groupes, hommes blancs d'origine occidentale de classe aisée, et marginalise d'autres. Le changement demande une transformation consciente du système lui-même. Comment corriger ces injustices? Plusieurs approches émergent. D'abord, un effort conscient de redécouvrir et de réhabiliter les artistes marginalisés. Les académies d'art modifient leurs programmes pour inclure les femmes artistes historiques. Les musées révisent leurs collections pour refléter la diversité réelle de la création artistique. Deuxièmement, une reconnaissance croissante de l'art collectif et collaboratif. Le cinéma commence à mieux créditer l'ensemble des contributeurs. Dans la conception, on reconnaît les équipes entières plutôt que seulement le leader visible. Les crédits s'élargissent pour inclure tous ceux qui ont contribué. Troisièmement, une valorisation accrue des traditions artistiques non occidentales. Les musées commencent à présenter l'art asiatique, africain, latino-américain, non comme exotique, mais comme égal à l'art occidental. Les noms des artistes non occidentaux commencent à être reconnus et célébrés. Mais ces changements restent insuffisants. Le système reste fondamentalement inégal. Les obstacles pour devenir un artiste reconnu, manque d'accès aux ressources, discrimination systémique, absence de réseaux influents, restent fortement biaisés, selon la race, le sexe, la classe et l'origine géographique. Ainsi, qu'apprenons-nous de ce voyage fascinant à travers l'histoire du nom d'artiste? D'abord, que la reconnaissance de la création artistique comme digne d'attribution personnelle est une réussite relativement récente. Pendant la plupart de l'histoire humaine, la création était soit anonyme, soit disproportionnément attribuée aux figures de pouvoir. L'émergence du nom d'artiste comme catégorie importante relève d'une évolution socio-économique spécifique, pas d'une vérité éternelle. Deuxièmement, que cette reconnaissance a apporté à la fois la liberté et l'esclavage.
Elle a permis aux artistes de recevoir la reconnaissance méritée, de contrôler leurs œuvres, de bâtir des carrières et des réputations, mais elle a aussi créé une marchandisation de l'identité personnelle, une création constante de maintenir une image cohérente, une obsession avec la célébrité personnelle. Troisièmement, que la reconnaissance du nom d'artiste a historiquement été inégale, favorisant certains groupes au détriment d'autres. Cette inégalité n'est pas un accident, mais le résultat de structures de pouvoir systémiques. La corriger demande une transformation consciente, une volonté d'aller au-delà de la reconnaissance superficielle vers une équité véritable. Quatrièmement, que l'avenir du nom d'artiste est incertain. À l'ère de l'art collectif, de l'art génératif et de la création en ligne, les catégories traditionnelles d'artistes et de création se brouillent. Le XXIe siècle verra probablement une réinvention profonde de ce que signifie être un artiste nommé. Le voyage d'artiste de l'anonymat à la célébrité n'est pas une progression linéaire, c'est une spirale complexe avançant et reculant, créant et détruisant des opportunités. Mais à travers cette complexité, un grand mouvement persiste. L'humanité progresse lentement, inégalement, douloureusement, vers une reconnaissance plus juste de la création artistique. Ce mouvement n'est jamais achevé. Chaque génération doit se battre pour maintenir et étendre les reconnaissances gagnées. Les femmes artistes doivent continuellement revendiquer leur place. Les artistes non occidentaux doivent constamment insister sur leur légitimité. Les artistes marginalisés doivent sans cesse résister à l'effacement. Mais le simple fait que nous posions ces questions, que nous nous inquiétions de l'équité de l'attribution artistique, que nous cherchions à redécouvrir les artistes oubliés, représente un progrès. Nous avons collectivement internalisé l'idée que la création artistique mérite reconnaissance et attribution. Ce que nous devons maintenant accomplir, c'est universaliser cette reconnaissance, la rendre réellement équitable, la libérer des biais systémiques. À l'ère future, peut-être verrons-nous un équilibre, où les noms individuels sont reconnus, mais sans effacer les contributions collectives, où les femmes et les artistes marginalisés sont aussi visibles que les hommes dominants, où la création est valorisée indépendamment de la classe, de la race ou de l'origine de l'artiste. Le nom d'artiste, loin d'être un simple label administratif, est une affirmation profonde du droit à l'identité, à la reconnaissance, à l'immortalité. Chaque artiste qui signe son œuvre réaffirme le droit humain fondamental d'être reconnu pour ce qu'on crée, pour ce qu'on apporte au monde, pour ce qu'on est. Cette lutte pour la reconnaissance nominale est donc bien plus qu'une question artistique. C'est une lutte pour la justice, pour l'égalité, pour l'humanité elle-même. C'est l'affirmation que chacun, peu importe ses origines, mérite d'avoir son nom associé à sa création, d'être reconnu comme créateur, de vivre dans la mémoire collective de l'humanité. De la cathédrale gothique anonyme à la star de TikTok avec des millions de followers, le voyage du nom d'artiste raconte l'histoire de notre quête collective pour la reconnaissance et la dignité. Il nous rappelle où nous avons été, montre où nous sommes, et inspire notre vision de ce que nous pourrions devenir. Une société où chaque créateur, sans exception, est reconnu, valorisé et célébré pour ce qu'il apporte au monde. C'est un rêve à peine commencé, constamment menacé, régulièrement attaqué par ceux qui profitent de l'effacement. Mais c'est un rêve qui vaut la peine de combattre, génération après génération, jusqu'à ce qu'il devienne finalement réalité. Et moi je vous dis à bientôt.